Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. L'année 2024 sera-t-elle la première année d'une ère nouvelle, celle de la rénovation énergétique, malgré tout, envers et contre tout? Quand le ministre de l'économie et des finances a annoncé un coup de rabot d'1 milliard d'euros dans le budget de MaPrimeRénov', je me suis dit que c'était l'occasion de recueillir l'avis d'un spécialiste du financement des projets de rénovation énergétique, non seulement sur cette décision inattendue et incomprise, mais aussi sur l'avancée de cette aventure totale qu'est la rénovation énergétique en France. Voici donc Pierre Évrard, qui est directeur associé chez Synergiec. Pierre Évrard, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine Di Girolamo. Dimanche soir, au 20h, Bruno Le Maire a lancé un pavé dans la mare de la rénovation énergétique en réduisant substantiellement le budget de MaPrimeRénov'. Avant que nous ne cherchions, grâce à vous, à trouver la logique derrière cette annonce, s'il y a une logique bien sûr, qu'est-ce que cela veut dire en pratique, 1 milliard d'euros en moins sur le budget de MaPrimeRénov'? On peut évaluer ça entre 50 et 100 000 logements qui ne seront pas accompagnés en 2024. Est-ce que c'est beaucoup ? C'est énorme, en effet. C'est énorme quand on voit les enjeux actuels de la rénovation. Alors la question qui vient à l'esprit de tous les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, c'est celle de savoir quelle mouche a bien pu piquer le ministre de l'économie. Bien sûr, il y a le surendettement de la France qui est réel et personne ne le conteste. Mais pourquoi, alors même que la rénovation énergétique semblait être une priorité pour le président, Bruno Le Maire annonce une telle coupe budgétaire? Justement, c'est toujours important de savoir et d'essayer de comprendre ce qui a pu pousser à cette décision. Et en fait, quand on reprend les chiffres publiés par l'ANA sur l'année 2023, en effet, il y a 100 000 logements qui... tout était prévu pour les accompagner et finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, quelque part, je pense que Bercy, à juste titre, s'est dit, il y a 100 000 logements où l'aide n'a pas été utilisée. Finalement, si je retrace ma ligne pour 2024, évidemment, je retire 100 000 logements. C'est un premier constat. Et quelque part, on peut le comprendre, notamment dans un contexte où, en effet, l'économie ralentit et... en effet, il y a un besoin cruel et nécessaire de faire 10 milliards d'euros d'économie. Alors après, il est toujours intéressant de comprendre, au-delà de cette baisse de 100 000 logements, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Et si on rembobine le film, on se rend compte de quoi ? Alors, très clairement, il y a eu une morosité, évidemment, sur le secteur immobilier. Je pense qu'ici, on est le... Voilà, ces murs autour de moi, on a entendu parler, on l'a assez répété. Et quelque part aussi, si on rembobine le film, on a eu des annonces à partir de 2023, milieu d'année, pour dire quoi ? Écoutez, 2024, alors là, on va vraiment mettre les moyens, ça va être exceptionnel. Donc on peut comprendre que des personnes voulant lancer un projet de rénovation se sont dit je vais peut-être quand même un petit peu patienter. Oui, il y a un décalage en fait, un décalage d'information au fond entre un budget qui est là et puis peut-être des personnes. Et on l'a vu, il y avait un réel manque d'information des Français qui ne comprenaient pas toujours les obligations et les enjeux aussi. Tout à fait. Alors aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que peut-être certains projets ont été temporisés du fait de l'inflation, clairement, qui s'est encore ressenti sur le coût des matériaux, sur les travaux. Voilà. Mais ça, c'est, je dirais, un premier point de l'accident. Et on sait qu'un accident, c'est la somme de plusieurs erreurs. Je pense aussi que c'est une annonce un instant T en regardant ce qui s'est passé sur 2023, mais finalement en ne regardant pas ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent. On est à 1 an de la première échéance de l'indécence énergétique. Donc ça veut dire que quelque part, je pense aussi que certains ont attendu parce qu'on est français, on est quand même assez latin. On se dit, climat et résilience, c'est extrêmement dur, ça va être repoussé. Et finalement, ce n'est pas repoussé. Donc, quelque part, premier constat, baisse de 100 000. On n'a pas regardé ce qui s'est passé avant, le pourquoi de cette baisse. Et finalement, on arrive sur une année 2024 où, quelque part, on va avoir un besoin colossal en rénovation. Parce que, clairement, on a une bombe sociale sur le logement qui nous arrive, en plus de la bombe environnementale.
donc peut-être un petit couac de communication. Est-ce qu'il y a des informations selon lesquelles Bruno Le Maire pourrait revoir sa copie, peut-être d'ailleurs sous les sages conseils du nouveau ministre du Logement ? Voilà, faut un peu raison garder. On a quand même un ministre de l'économie qui a montré son efficacité dans la gestion du post-Covid, clairement. On a une économie qui est repartie beaucoup plus vite que nos voisins européens, notamment allemands. Il a beaucoup dépensé aussi. Il a beaucoup dépensé, mais il a dépensé intelligemment. Voilà, quelque part, les chiffres étaient là. Donc, on peut se dire qu'il a le courage politique et l'intelligence pour bouger. Parce qu'on a tendance à oublier quelque chose aussi, c'est que ces aides à la rénovation, ça permet de maintenir un tissu local et de redéployer l'économie dans les territoires. La fameuse France périphérique, le secteur de la construction, c'est 4 millions d'emplois directs ou indirects. Et on ne peut que constater que par le passé, clairement, ça a été le bouton on-off pour relancer l'économie ou pour maintenir l'économie. Le plus bel exemple, c'était justement MaPrimeRénov' pendant la phase Covid. Voilà, ça permet de maintenir un tissu, de le déployer, de le redéployer, ça fait vivre les territoires. Il y a aussi un point, mais ça, on sait que Bercy a toujours du mal à entendre ce message-là, c'est que pour 1 euro d'investi, ça va générer évidemment beaucoup plus d'1 euro en termes de travaux. Donc ça va générer de la TVA, ça va générer de l'impôt sur les sociétés. Alors malheureusement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a une étude qui avait été menée au niveau européen il y a à peu près 10 ans et qui montrait justement l'effet levier. Donc quelque part, investir sur la rénovation, ce n'est pas justement de la dépense, c'est de l'investissement. Et évidemment, on a un retour finalement, et l'État peut avoir un retour rapide sur ces investissements. Et justement, en parlant d'investissement, on sait tous qu'il n'y a pas assez d'entreprises RGE en France, que les entreprises du bâtiment font déjà des efforts considérables pour se former, déjà depuis plusieurs années, pour investir, pour accompagner la rénovation énergétique. Et là, on se dit, il y a comme un manque de logique et de cohérence. C'est malheureusement le double effet qui se coule, du mauvais qui se coule. Oui, parce que clairement, et ça, le secteur de la rénovation en a pâti depuis 10 ou 15 ans. C'est qu'on est sur des systèmes de 1 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Ce qui fait qu'il y a une instabilité et une impossibilité de voir ce qui va se passer, de se projeter. Donc on peut comprendre qu'une entreprise, et même un industriel, va avoir du mal à investir, à s'investir, à s'impliquer. Et c'est là encore où, quelque part, c'est le plus cruel qu'on se dise les choses. On a un problème sur la construction neuve, sur le marché du neuf, qui est totalement, je ne peux même pas dire atone, parce que là, ça serait lamentable. Donc, quelque part, on a toute une partie de la production du neuf qui serait poussée à s'orienter vers la rénovation. Et au moment où, quelque part, le mouvement commence à prendre, commence à bouger, finalement, on a cette nouvelle qui vient apporter encore son lot d'instabilité. On peut peut-être aussi se placer maintenant du côté des propriétaires, pour qui le calendrier, on l'a dit tout à l'heure, des interdictions de louer s'avance inexorablement. On a tous compris que ce calendrier ne serait pas revu, lui. J'avais cru comprendre, peut-être comme beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, que finalement, 2024, ce serait une année très importante. D'abord, pour ces propriétaires qui commencent à comprendre ce qu'ils vont devoir faire, mais aussi, de façon générale, pour ce chantier de la rénovation énergétique. Donc, est-ce que je me suis trompée ? Ou bien, pourquoi est-ce que l'année 2024 risque-t-elle, malgré tout, et malgré cette annonce, d'être très importante pour la rénovation énergétique ? Quoi qu'il arrive, ça va être très important. On est à un croisement. On est vraiment à un croisement des chemins, parce que c'est la première année, finalement, d'une nouvelle ère. Ça veut dire que les premières interdictions vraiment de location, en effet, l'indécence, ça commence à partir de 2025. On sait qu'on va vivre ce phénomène-là jusqu'en 2034. Donc, quelque part, c'est la toute première année. Et c'est là où il faut bien faire attention, regarder un petit peu ce qui va se passer. Parce qu'en effet, il y a le point sur les entreprises RGE. Bon, on sent qu'il existe une marge de manœuvre très claire. On sait que pendant la phase Covid, on a été en saturation, très clairement. On avait des pénuries de matériaux, on avait des pénuries de main-d'œuvre, on avait aussi des pénuries de bureaux d'études. Enfin voilà, il y a tout un système qui va se mettre en place. Et après, clairement aussi, ce qui va se passer, c'est que là, on parle de MaPrimeRénov' et ce coup de rabot sur MaPrimeRénov'.
on a des SCI non soumises à l'impôt sur le revenu qui, finalement, ne toucheront pas MaPrimeRénov'. Donc, quelque part, on doit aussi trouver les moyens de financer tous ces propriétaires bailleurs et cette partie du logement. Et puis, une autre petite question, mais qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement, la révision de la méthode de calcul du DPE pour les petites surfaces. Et là, on ne comprend pas non plus exactement ce à quoi il faut réellement s'attendre. Il y a eu quelques effets d'annonce et puis on attend un texte. Alors, je pense qu'il va arriver, parce que très clairement, la question des petites surfaces, c'était observé par tous les acteurs de l'immobilier. Allez, qu'on se dise des choses. Je ne pourrais pas dire le 1er juillet 2021, au moment où ça a été mis en place, mais dès septembre, dès qu'on avait les premiers DPE, on sentait qu'il se passait quelque chose. Même si le ministère nous avait dit, justement, les petites surfaces étaient discriminées par la précédente méthode. Donc globalement, on nous annonçait que ça irait mieux. Et tout le monde s'est rendu compte qu'en effet, ce n'était pas le cas. Donc c'est un sujet qui a couru un tout petit peu, qui a couru même dans tous les couloirs des ministères, mais malheureusement, il n'y avait pas de décision. Et c'était un sujet qui était un peu mis sous le tapis, parce que certains ont oublié que une méthode de calcul, c'est quelque chose qui est voué à évoluer. Maîtriser par des chiffres, par des équations, la réalité de la nature, ça ne va pas du premier coup. Et donc, une méthode doit être révisée. Si on rembobine, la première réglementation thermique en 1974, il y a eu un coefficient de mémoire, c'était K, c'était la RT 74. Le calcul a été finalisé en 1977 et globalement a dû connaître une quinzaine de modifications jusque dans les années 2000. C'est voué à évoluer. Donc, quelque part, on a une partie du ministère qui s'est arc-bouté sur non, la méthode est bonne d'un bloc. Mais en fait, non, une méthode de calcul, c'est voué à évoluer. Et donc là, je pense qu'en effet, on peut attendre un texte qui va permettre de remettre à niveau justement la question sur les petites surfaces. Parce qu'il y a un double écueil là-dessus. Le premier, c'est en effet, les petites surfaces, finalement, trouvent une notation quand même qui est extrêmement basse. Voilà, ils sont discriminés. Le gros point, c'est que si on veut modifier, améliorer, c'est bien, dans une majorité des cas, on ne peut pas. Parce que justement, la méthode fait que ça ne marche pas. Et l'audit obligatoire utilise quelle méthode ? Celle du DPE. Donc l'audit, on rappelle, le DPE, c'est vraiment la note. L'audit, c'est comment je m'améliore. Donc évidemment, si la même méthode est utilisée pour les deux, discrimine les petites surfaces, c'est le constat qu'ont fait beaucoup de personnes de l'immobilier, c'est que pour beaucoup de biens inférieurs à 40 mètres carrés, il y a une impossibilité de les sortir du statut de passoire. C'est intéressant d'entendre un discours scientifique sur cette question. Un grand merci. Non, mais pas forcément politique aussi. Voilà. Je trouve très intéressant d'apprendre qu'une méthode de calcul est nécessairement vouée à évoluer. Et ça, on ne le dit peut-être pas assez. Non, mais voilà, c'est normal. Ça fait partie de la suite logique des choses. On expérimente, on regarde, et si on est proche de la réalité ou pas, ou si, voilà, bon, c'est un calcul théorique, mais voilà, à quel niveau on approche. Le chantier de la rénovation énergétique n'est pas, loin s'en faut, et vous le confirmerez peut-être, porté uniquement par le dispositif MaPrimeRénov'. Je crois que cette interview est l'occasion pour moi de vous interroger sur l'activité de Synergiec, société dont vous êtes directeur associé. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Synergiec pour la rénovation énergétique et au service des Français qui sont quand même encore un peu noyés dans la mare de la rénovation énergétique ? Eh bien, quelque part, Synergiec, une SAS à 1 million d'euros de capital, lancée il y a quelques mois, finalement, fait la jonction entre différentes sphères. Ça veut dire la sphère des aides publiques et des certificats d'économie d'énergie, mais surtout la sphère bancaire. Et donc, quelque part, notre rôle, notre cœur de métier, c'est d'être AMO financement, donc assistant à maîtrise d'ouvrage sur le financement. Et globalement, ce que l'on fait donc, pour du résidentiel, et notamment des copropriétés ou du tertiaire, des immeubles de bureaux, nous prenons le projet du client, la réalité des choses, ce qu'il souhaite. Nous le regardons, nous regardons son financement, nous l'optimisons et nous trouvons toutes les débouchés.
Ça veut dire les aides, évidemment les aides publiques, quand il y en a, les certificats d'économie d'énergie, et ça, il y en a autant pour le résidentiel que pour le tertiaire. Hein. Je tiens à le souligner parce que beaucoup de gens ne le savent pas, mais voilà, tout le monde y a droit. Et quelque part, vient toujours la fameuse question du reste à charge. Et ce fameux reste à charge, globalement, qui bloque. Parce que si on voit certaines annonces en disant youpi, formidable, sur 100 000 euros de budget, il y a 50 000 d'aides publiques, et puis vous avez un reste à charge que de 50 000, à l'heure actuelle, voilà, clairement, qui a les moyens en 2024 voilà, c'est la grosse question. Et c'est là où nous apportons en fait la dimension bancaire pour regarder les prêts ad hoc avec les bons taux. Ça veut dire pas passer sur du crédit consommation à 8%, voire plus si affinité. Donc vraiment, cet élément-là, quelque part, pour mensualiser justement ce fameux reste à charge et faire en sorte que le projet soit soutenable économiquement, financièrement pour les personnes. Et avec une petite spécificité, c'est aussi, nous sommes rompus à l'exercice du prêt collectif adhésion individuelle en copropriété qui fait, qui est entre guillemets un produit miracle, dans le bon sens. Lui, fonctionne très très bien. Quand je vous écoute, au fond, financer un projet de rénovation énergétique, et pardon de le dire ainsi, c'est faire de la couture, voire faire un peu de patchwork. En fait, c'est aller chercher ici et là toutes les solutions qui vont pouvoir s'agréger. Et donc, quand on lit sur les réseaux que le coût de rabot de 1 milliard d'euros sur MaPrimeRénov' fait qu'il n'y aura plus de rénovation énergétique, c'est peut-être excessif aussi, ou pas? Ça risque de bloquer certaines personnes. Ça, très clairement, ça risque de bloquer certaines personnes, ça risque de créer de l'instabilité, ça risque d'inciter certains propriétaires bailleurs qui étaient peut-être tangents, est-ce que je rénove ou est-ce que je vends à vendre. Enfin voilà, il y a des effets en chaîne. À l'heure actuelle, je ne les maîtrise pas. Mais est-ce que ça va tout arrêter ? Non, parce que clairement, on a des signaux prix. Faut qu'on se dise les choses. On a eu une période, de sobriété énergétique où tout le monde, public comme privé, entreprise comme simple citoyen chez soi, a économisé de l'énergie. Alors oui, il y avait le fameux enjeu, je baisse, j'achète des bougies. J'achète des bougies. Moi, j'ai un stock énorme. Oui, non, mais tout le monde en fait. C'est bien utile pour la Saint-Valentin, donc c'est parfait. Mais quelque part, derrière ça, il y a eu la réalité du signal prix. Et c'est vrai que le signal prix, au moment, on sait pertinemment qu'en plus, la sobriété, on va la traîner encore pendant quelques années, pendant 5 ans. On sait qu'on va encore avoir des augmentations du prix de l'énergie. Donc, quelque part, c'est aussi un des moteurs de la rénovation. Et la rénovation continuera et on peut, quand on a un projet, aller vous consulter. Ah oui, tout à fait. Ça sera avec plaisir, sachant que on attire aussi tout un écosystème de personnes fiables, un peu triées sur le volet, clairement, qu'on se dise les choses, parce que la rénovation a quand même pâti de certains acteurs. Donc, quelque part, quand on fait les choses bien, quand on est inscrit à l'ORIAS, qu'on a toutes les qualifications requises et qu'on veut participer à professionnaliser, parce que finalement, on se rend compte qu'on avait encore des démarches, même il y a encore quelques années, qui n'étaient peut-être pas cadrées, mais tout le monde fait... Voilà, il fallait avancer, très clairement. Donc, on attire beaucoup de monde, intelligente, intéressante, pertinente, efficace, qui nous permet même si notre cœur de métier, c'est vraiment l'AMO financement, évidemment, il manque très souvent une compétence, un bon archi ou un bon bureau d'études. Et c'est là où, on vous passe quelques personnes compétentes, vous choisissez, mais voilà, ça permet d'accélérer les choses. Et ça s'appelle changer d'air et c'est en fait passionnant. Merci beaucoup, Pierre Hébrard. Merci Anne-Sardine Di Girolamo.